Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Une messe d'anniversaire a été dite à l'intention de l'ex-députée, ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, le 25 juillet dernier à Cotonou. Le compte rendu dans un instant. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin, le gouvernement et l'armée béninoise intensifient et diversifient les stratégies de défense en vue de protéger les populations. L'expert en communication publique et politique Rachidi Ojo salue leurs efforts. Ezaïe Football Club a remporté la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin cette semaine. Retour dans cette édition sur la réaction du capitaine de l'équipe après la rencontre face à l'équipe adverse. Bonsoir à nouveau. Le Bénin s'apprête à célébrer le 65e anniversaire d'indépendance de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'approche de cette date historique, quels sont les souvenirs des Béninois et que gardent-ils de cette fête et quels sont leurs vœux pour la nation? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir proposé par Ezaïe TV. C'est vrai, celui qui est né en 1960, aujourd'hui a déjà 65 ans. Et à voir l'évolution de ces derniers et à voir l'évolution du pays. C'est vrai que chaque chef d'État qui arrive fait de son mieux pour le développement du pays. Et nous ne pouvons pas dire que les anciens chefs d'État qui sont passés depuis 1960 à ce jour n'ont rien fait pour le pays. Ils ont tous travaillé et chacun doit faire pour faire évoluer le pays. Mais des médias n'ont pas bon d'ailleurs. Donc, dans des laissés, nous avons et non blo grâce présidentielle, grâce présidentielle, non mais des prisons là, et non blo et non signé, non des mépérer les tons, non un soulagement nous population famille. Mais depuis un bon moment, nous sommes moins les DA. Nous sommes moins les DA. Et t'es blo mais des nous compta bon mais tu nous dis que mais les DA il y a des temps et sont des temps. Bon non y inde bon et non c'est que et non vers nous population là quoi. Mina wa ne bo yo gole mi pode. Akwa mi to mi na du ni yo ma do a. Yo na do o mi blole azam ye to vidi mi pon. Et lo me ruedo ya dis le me ruedo di se ami yo le adami avion et mi na do il faut en mon quand on a dans les pour mi no indépendant de to mi to me. Ko yin me ne ezilo ta mi po mi no yo mo jawade kon che ko mo le se no we. Estou ali com vídeo no livro meu. Ele mal independência do Guiana. Rapport com ali pour clock pour un domo ne là. Développer maintenant pour la maintenant mais le membre il a to délèbre to ne le yenable défiler ka mi ba et nous bo ba tiacho le te tu et nous ba kondo po do nous et le tija to me wa suko et ma do et le kondo po me nous kon yombo et étant wa me mais ne le quick player et non monter en dodo nous gegeji on tourne les deux yolo dion on ni nda ko wen ko ne de na je mi dia lo de na je de su dio ministre mo mi amo soutien là na mo soutien mi ton ba na number et na vivi ba dia cho on nous ne on essaie de voir ba gloire da o gammo et na yon ça n'engage que notre chef d'État ou les autorités qui sont chargées d'organiser la fête. Donc c'est eux qui savent ce que ça peut donner. Il faut une réforme en profondeur. Et cette réforme passe par l'éducation, par la formation de tous. Et aussi la rupture intégrale avec ceux qui se disent, qui viennent nous porter aide. Qu'on soit autonome.
réellement sur tous les plans. Nous avons d'Agbede, c'est 1960. Nous sommes tous sous temps, mais nous avons dit parce que nous ni me doit indépendance et l'homme et nous t'es comme bon dans mais même béninois là mais nous fin carré de toi parce que au 20 minutes sur quoi mais tout ni des bâteurs au poste sous les dieux et ouais ils sont bon nous là assis un domo mais quand les amondo le gouvernement mettant todo à chaque fois ton là pour et des sous calé les siens derrière sous perdre et ni quelqu'un ni me doit indépendance et l'homme à mi temps 5 mi jami de 5 lo ni kenken bo kuni la pare won mi me beni no ala de so ni gba fin pare avantage pour les refiner mais sur le dire que blonde les refiner par exemple créer pour les militaires et pour les policiers. Ça se passe ici, et nos blorofi, et nos torofi, et de deux, nos égoutoués, des podiums, nos horda, et nos loués d'ailleurs, nos ni charge nous bénir au moins, et qu'on est là, pour être au fin et permanemment, avantage de payer le fin, mais à part bon, pour la fête, nous, des non ni quick mondaï, bon, non ni à wadi des au moins bon on prend au moins 2 heures de temps pour on boire ça on a eu moi et ben quoi dire quelque chose de 30 ou bien 45 minutes pour vous quoi alors que quand on bloqué à l'aile depuis 2 mois bon on a 30 minutes pour on a vous quoi bon faut mi mondo nous quand il pèle do avec de tout ouais 4 CP né à l'homme yi vraiment clean de tout mi na yi da yo mi on administration bon on mais DJ mais ça moi mi lancer en ligne nous avons mis temps. On met baba, et nous sommes deux gars. Nous, nous avons des sociétés dans nous. Nous avons azoi, nous qui getting ba. Ben nous avons tout goudou depuis un si affiba. Nous sommes en zone de fit de bouzer. Nous avons aller dans des bois et au Benewe, et on a vu au peut-être des fois, on a vu voir tout le temps, des millions, il mérite vos gants. Et nous avons monté en bleu. Et moi, et on a eu au Benewe bleu, de Benewe bleu. On de monter nous comme azon ando timbo nous quand ando tinto au galio enena yonganji abon mi yesu mi tempo bo jemi desi no wiwa mi kan le bio eni mi desu no blo mi na do no mi yesu no ko kan do mi de mo do no to mi to me mi ma so nti alo ni yovo de o to ke ka je mi po alo ten yovo ma do mi blo gon le mi no blo a eni raison bo ni mo do mi ko je défense de si we no. Le Bénin a convié 2 États membres de l'Alliance des États du Sahel à participer au défilé militaire marquant la célébration de son 65e anniversaire d'indépendance le 1er août prochain à Cotonou. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Dongbeji, lors d'un point de presse au micro de ZAE-TV. L'expert en économie maritime portuaire et expert en questions internationales, Dr Damien Arondokou, donne sa lecture de l'information, surtout dans un contexte de tension avec le pays frère, le Niger. Non, je pense que d'abord j'ai été très étonné d'attendre la conférence de presse que le porte-parole du gouvernement a faite. Et puis l'invitation donc des pays, des 2 pays frères, je dirais pratiquement, les pays de l'AES, c'est un signal diplomatique très fort qu'il faut saluer à sa juste valeur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui notre pays, le Bénin, a eu dans un passé récent quelques problèmes avec les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger. Donc inviter aujourd'hui ces pays à vouloir célébrer cette 65e fête d'anniversaire pour un État souverain, je pense que c'est une bonne chose. Il faut applaudir parce qu'avec toute l'humilité que cela requiert,
et toute la sagacité que cela requiert. Et il faut accueillir cette nouvelle quand même comme un très bon signe. Et de passage, nous sommes des pays frères. Le Bénin avec le Niger, le Mali, le Burkina et que sais-je encore sont des pays frères. Nous devons garder toujours cette fraternité de paix, de concorde et d'amitié pour que les États africains puissent s'unir ensemble pour relever donc les défis contemporains, les défis donc du développement. Suivons à nouveau l'expert en économie maritime portuaire, expert en questions internationales, M. Aaron Dokou, qui nous donne sa perception du défilé militaire depuis 1960 à nos jours. Aussi, il fait son analyse sur les réformes engagées dans les domaines, quel que soit économique, social, etc. Il est toujours au micro de Zaï TV. Ma perception, c'est que à vouloir faire un tour dans la ville phare, c'est-à-dire la ville de Cotonou, j'ai remarqué quand même que tout roule sur des roulettes, surtout la propriété de la ville, qui n'est plus à démontrer au fil donc, des années. Et nous constatons aussi un défilé militaire qui se déroule pour le moment à merveille, sous haute surveillance. Et je pense quand même que c'est une fierté nationale pour cette fête. Je suis béninois, je suis très fier de mon pays depuis bientôt 10 ans où son Excellence le Président Talon a pris donc les rênes donc, de ce pays pour le développement de notre chère patrie, le Bénin. Il ne me plaît pas de comparer donc les régimes successifs qui ont succédé donc à la tête de notre pays, le Bénin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis environ 10 ans, j'ai compris quand même qu'un homme a pris le pouvoir qui a une très bonne vision du développement donc, de notre pays, une vision à court, à moyen et long terme. Et je pense que le pays s'est engagé résolument sur la voie donc, du développement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Bénin, est cité dans les grandes nations donc, de démocratie. Et en la matière, on ne peut que quand même remercier le chef de l'État et son gouvernement qui s'acharnent chaque jour que Dieu fait pour le bonheur donc, des citoyens béninois que nous sommes. Dans un climat empreint de solennité et de reconnaissance républicaine, 5 conseillers de la Cour constitutionnelle ont été honorés. Vendredi dernier, ils ont reçu des insignes de l'Ordre national du Bénin lors d'une cérémonie présidée par la vice-présidente de la République et grande chancelière des ordres nationaux du Bénin. C'était dans les locaux de la haute juridiction, en présence de plusieurs personnalités dont le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, et la professeure Dondi Yamou, conseillère et présidente de la Haute Cour de justice. Il faut noter que les 5 conseillers sont Mathieu Adjovi, grand officier, Nicolas Assogwa, Vincent Kodjo Akakbo, Michel Adjaka et Alia Gouda Bako. Autre information, à Parakou, la 5e édition du Festival international Zogbin est officiellement lancée. L'événement qui célèbre l'union dans la diversité a démarré samedi dernier sur la place Tabera en présence d'autorités locales, de partenaires et de passionnés de la culture. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Elvic, avec une équipe de Zaï TV. Après la caravane d'ouverture du Festival international Zogbin, la place Tabera de Parakou accueille la 5e édition de cet événement prévu du 21 juillet au 3 août 2025. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi en présence des autorités locales, des partenaires et des organisateurs du festival. Zogbin, flamme citoyenne et surtout un projet républicain. Le Festival international Zogbin n'est pas une simple succession d'animations. Il est un projet politique au sens le plus noble du terme. Un espace d'éducation populaire, de dialogue culturel et culturel,
d'inclusion et de transformation. Danse traditionnelle, chants et spectacles de tambour ont rythmé les festivités. Placé sous le thème « Union dans la diversité », cet événement a servi de cadre de remerciement aux différentes autorités à l'endroit des initiateurs de ce projet, tout en soulignant son importance dans un contexte où la paix et la cohésion sociale doivent être au cœur des priorités. Le plaisir est pour moi renouvelé à chaque fois que je dois m'exprimer à une tribune comme celle-ci consacrée à la célébration de notre patrimoine culturel. Un patrimoine qui unit nos peuples en tant que citoyens du monde entier. Ce festival annuel, qui n'est rien d'autre qu'un rendez-vous incontestable de la promotion donc de la culture béninoise, du tourisme, de l'artisanat, du commerce local et de l'art culinaire, est en phase avec l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, notamment la promotion donc du tourisme, de la culture et des arts. Le président Jacques Ayadji, parrain de cette édition, envoie par ma voix un message clair et de soutien aux initiatives endogènes comme le Festival international Zoubeng, qui allie diaspora, jeunesse, spiritualité, cohésion sociale et matrimoine. La représentante de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a saisi l'opportunité pour rappeler que nous sommes tous un même peuple, vivant simplement avec des diversités culturelles qui nous enrichissent. Du pays Otamari au pays Nago, en passant par les royaumes Bariba, Dendi, Fon et Goum, le Bénin est une mosaïque vivante, un carrefour de civilisation. Chers participants et participantes, nos langues, nos danses, nos tissages, nos contes, nos rythmes et nos croyances forment un tout cohérent et profondément enraciné. Et ce n'est qu'un début. Pendant plusieurs jours encore, la place Tabira vibrera au rythme des spécialités du Bénin. Le festival Zoubeng continue d'émerveiller tout en semant les graines de l'unité dans la diversité. L'association Les Ambassadeurs du Développement, LAD, a distingué Sylvanus Aïssi, opérateur économique qui œuvre pour le développement du Bénin, et il a reçu le Trophée Africa Excellence Award 7e édition dans la soirée du jeudi 24 juillet 2025 à son domicile situé à l'Étoile Rouge. Voici le reportage. Pour remettre officiellement au nom du conseil d'administration de notre association votre distinction, c'est-à-dire le tableau d'honneur et le trophée. Une personne exceptionnelle, Sylvanus Aïssi, un opérateur économique qui œuvre pour le développement du Bénin. Ce sont ces actions qui lui ont valu une distinction des trophées Africa Excellent Award 7e édition. Je reçois ce prix avec d'autant plus d'émotion car cette cérémonie, bien qu'organisée dans un cadre plus restreint, revêt pour moi une signification particulière. Elle me rappelle que la reconnaissance, quand elle est sincère, elle n'a pas besoin de foule pour être profonde. Ce prix, je le reçois non comme récompense individuelle, mais une célébration collective de tous ceux qui, à mes côtés, croient et œuvrent chaque jour pour un Bénin plus juste, plus ambitieux et plus solidaire. Une initiative de l'Association des ambassadeurs du développement, LAD. Africa Excellence Award pour nous, c'est une occasion de reconnaître à sa juste valeur les efforts des hommes et des femmes qui s'échinent de jour comme de nuit, qui se sont donnés comme objectif, comme mission de servir la société. Au nom de ces hommes, nous avons Aïssi Sylvanus Angelo, est une, pour ne pas dire pour nous, est une référence. Ce sont ces œuvres qui font aujourd'hui que notre association a décidé
de l'honorer. Cette célébration honorifique vient confirmer tous les témoignages des proches connaissances et collaborateurs de Sylvanus Aïssi. J'ai pu découvrir en la personne, telle que l'a dit celui qui m'a précédé, le banquier, que M. Aïssi, c'est une personne qui est pugnace, qui a des idées à foison et qui surtout a une fibre humaine exceptionnelle dans le domaine social. Je vous avoue que c'est un battant. C'est un battant et comme je viens de le constater, ceux-là qui sont en train de célébrer aujourd'hui M. Aïssi, je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Cette distinction que reçoit l'opérateur économique a lieu le 23 mai dernier. Empêché, Sylvanus Aïssi reçoit donc ce trophée ce jour. La cérémonie s'est achevée par la présentation et dédicace du livre « Comment réussir brillamment les études » par son auteur Kokou Boris Ayagbe, secrétaire national à l'organisation de l'AD Association. La 5e édition du concours international Prix Indépendance médiatique a eu lieu vendredi 25 juillet 2025 devant un parterre d'invités et de regards avisés. 9 candidats ont défendu leur production sur le thème intitulé « Enfants et changement climatique ». C'était également l'occasion pour l'agence de communication DCC Communication de décerner et de distinguer quelques grands noms du journalisme béninois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Plus de 200 journalistes ouest-africains, dont 3 béninois, ont participé à la première édition des prix d'excellence des médias. La cérémonie de remise des trophées de la première édition précitée s'est tenue le vendredi 25 juillet dernier à Banjul, en Gambie. Reportage signé Canal 3 Bénin. Journaliste à la SRTB, Société de radio et de télévision du Bénin, Alexandra Djotin reçoit le premier prix d'excellence de la CEDEAO pour les journalistes dans la catégorie télévision. Sa production a porté sur les progrès significatifs notés dans la mise en œuvre des actions de la CEDEAO en matière d'intégration économique 50 ans après sa création. Ce vendredi 25 juillet 2025, ici à Banjul, en Gambie, les mérites des journalistes sont salués à la cérémonie de récompense des 12 lauréats sélectionnés par un jury du professionnel. Il faut le dire, c'est un travail d'équipe, puisque je suis en télévision. En télé, on ne travaille pas seul. Je suis allée sur le terrain avec un cadreur. Je suis revenue, le monteur a mis sa touche finale avec bien d'autres acteurs. Et donc, je dédie ce prix-là à toute l'équipe, aux journalistes de Bénin TV. Serge Fanon de la radio Banikwara et Ernest Agota de la radio nationale antenne de Parakou dans le nord du Bénin reçoivent également le prix. Les lauréats venus des États membres de la CEDEAO ont été primés dans la catégorie télévision, radio, presse écrite et médias en ligne. Les productions dans le cadre de cette initiative ont mis en lumière l'impact des politiques, programmes et actions de la CEDEAO sur les conditions de vie des populations avec des thématiques majeures telles que la paix, la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration économique, la jeunesse, la sécurité ou encore les droits humains tant dans la région qu'à l'international. Nous voulons changer la vue que les populations ont sur la CEDEAO et on ne peut changer cette vue que par le biais des journalistes. C'est pour cela que nous avons pensé qu'en initiant ce prix, les journalistes des États membres pourront désormais s'intéresser aux vraies réalisations, pourront réaliser un journalisme de développement plutôt que de s'intéresser seulement aux problèmes qui appellent des crises, pourront s'intéresser au bien-être des populations à travers les interventions de la CEDEAO, seulement que de voir la CEDEAO comme une institution
qui intervient pour régler les problèmes. Ce moment de célébration des journalistes s'inscrit dans le cadre des manifestations du 50e anniversaire de l'institution. Un demi-siècle de solidarité, d'intégration et désormais de reconnaissance du rôle essentiel des artisans de l'information. Les 3 premiers au baccalauréat, session de juin 2025 au Bénin sont connus. Leurs noms ont été dévoilés par le directeur de l'Office du baccalauréat. Les propos d'Alphonse Da Silva ont été recueillis par la SRTB. Suivons ensemble. Les 3 premiers du baccalauréat 2025. 3e, Mademoiselle Ariolé Hilary Odiane Ephraël Titilayo Omonlayo, série C, du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo, avec la moyenne de 18,47. 2e, Monsieur Anan Roderick Dieudonné Raoul Comlan, série D, du collège catholique Pierre-Joseph de Clouvière de Calavi avec 18,59 de moyenne. Quant au premier, il nous vient du département du Borgo, plus précisément de la commune de Parakou. Il a obtenu les moyennes suivantes. 20 sur 20 en mathématiques, 20 sur 20 en PCT, 20 sur 20 en SVT, 19 sur 20 en anglais, 18 sur 20 en histoire-géographie, 16 sur 20 en philosophie, 13 sur 20 en français, soit une moyenne totale de 18,66 sur 20. Il s'agit de M. Tokwenou Fort Kossi Germain, série C, du collège privé Academia de Parakou. Ce sont d'excellents candidats. Qu'ils reçoivent mes chaleureuses félicitations ainsi que celle de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les travaux du séminaire de préparation de la rentrée scolaire universitaire 2025-2026 se sont déroulés les jeudis 24 et vendredi 25 juillet dernier à Cotonou. L'initiative du Conseil national de l'éducation a connu la participation des ministres des 3 ordres de l'éducation. Suivez pour plus de précision, retour sur cette première journée d'ouverture. Les travaux du séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 se tiennent ici à Cotonou en présence des acteurs clés. Le Conseil national de l'éducation y a convié recteurs d'université, ministres sectoriels, partenaires techniques et financiers, syndicats et sociétés civiles. Tous sont appelés à harmoniser leurs réflexions en vue d'améliorer le bon déroulement de la prochaine reprise des classes. Depuis 2021, de concert avec les 3 ministres en charge de l'éducation, nous avons initié un séminaire qui est un espace de discussion, de dialogue entre toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation, les principales parties prenantes du secteur de l'éducation. Nous nous retrouvons en fin d'année scolaire. Généralement, les années passées, c'était en août. Cette année, nous avons rapproché en juillet pour avoir le mois d'août pour la mise en œuvre de certaines recommandations. Et ce séminaire est un outil d'anticipation. Nous identifions les problèmes et les difficultés qui pourraient empêcher un bon démarrage de la rentrée scolaire et universitaire et en même temps, nous préparons des actions fortes qui pourraient permettre d'améliorer le déroulement normal de la rentrée scolaire et universitaire. C'est 2 jours de travaux qui impliquent tout le monde, tous les acteurs, qui se terminent par une feuille de route, des recommandations avec des responsables bien précis et après on va évaluer leur mise en œuvre. Et ça contribue réellement
à une rentrée scolaire réussie et une année scolaire réussie, ce qui montre que ça contribue également à la performance constatée au niveau des résultats depuis que ce séminaire a été institué par le Conseil national de l'éducation qui se fait chaque année. Ces grands acteurs de l'éducation mettront en débat le défi de l'assurance qualité dans l'enseignement formel et non formel au Bénin. Il est attendu d'eux qu'ils mettent plus de rigueur dans l'identification des problèmes et dans la formulation des recommandations pertinentes, lesquelles permettront d'améliorer le système éducatif en dépit des nombreux progrès. La faculté des sciences agronomiques a organisé cette semaine les soutenances de présentation de rapports de fin de formation en licence à l'université d'Abomey-Calavi. Plus d'une cinquantaine d'apprenants ont validé ce diplôme avec plusieurs mentions. Reportage signé ESAE TV. Soutenance de fin de formation à la faculté des sciences agronomiques FSA. Les étudiants en fin du premier cycle ont brillamment présenté leurs différents mémoires après le stage en entreprise. Il s'agit ici des étudiants en licence et donc ils vont faire leur stage dans les entreprises. Et donc tous sont revenus et tous ont pu déposer. Cela voudra dire qu'ils ont pu rédiger correctement leur mémoire de fin de cycle. À la FSA, nous avons donc réussi à normaliser la situation académique des apprenants. Pour cette année académique 2024-2025, grâce à la rigueur et les réformes de la nouvelle équipe administrative de la FSA, le niveau des apprenants ainsi que les thématiques défendues ont considérablement évolué. De façon générale, on voit quand même que les apprenants ont pris le travail au sérieux compte tenu de la qualité. La qualité, bien sûr, liée à la forme et liée au fond. On sent aussi que la thématique abordée, c'est des thématiques qui donnent de l'espoir par rapport à une vie heureuse en entrepreneuriat agricole. Pour cette année scolaire, nous pouvons dire que tout s'est bien déroulé, comme initialement planifié par les autorités de la faculté. Et je pense qu'il faut féliciter les autorités. Le mérite va également aux collègues enseignants qui se sont vraiment donnés. Les étudiants ont tous décroché leur grade de licence professionnelle, mais avec différentes mentions selon la qualité de leurs travaux. Et après avoir pris en considération tous ces éléments, le jury vous déclare admise. Aujourd'hui, Dieu a bien voulu que vous ayez la mention très bien. J'ai soutenu sur le thème diagnostic de l'activité de production de légumes choux, laitue épinards au sein de la coopérative Grâce de Dieu. C'était un peu stressant au début, mais j'ai su me contrôler et puis j'ai bien fini avec une mention très bien. Le titre du rapport, c'est diagnostic de production des jus de fruits et de séchage des fruits à la société de transformation et de commercialisation des fruits et légumes. La délibération du jury a été la mention bien. J'ai travaillé sur le riz. Le thème, c'était diagnostic des réseaux de commercialisation et d'accès au marché des producteurs encadrés par le ZOP Tangbo. Ça s'est très bien passé et après les observations du jury, j'ai eu une mention très bien. Cet acte à la faculté des sciences agronomiques marque la fin d'un cycle. Les étudiants sont donc prêts à embrasser le monde professionnel et pour certains, le parcours académique va se poursuivre avec le master. Le club des décideurs des systèmes d'information a lancé il y a quelques jours l'édition 2025 des DSI Awards. C'était en présence de partenaires, autorités et entrepreneurs dans un hôtel de la place. Suivez le point de la cérémonie avec ESAE TV. Aujourd'hui, c'est pour nous une quête perpétuelle de voir ce qui se fait dans notre domaine. La 5e édition des DSI Awards est ainsi lancée. Une compétition dont le but est de valoriser les innovations béninoises dans le domaine du numérique. C'est 2 journées d'activités intenses. La première journée, c'est la journée des activités intellectuelles, des conférences de débat, les panels. Et donc c'est au cours de ces activités-là que des solutions sont évoquées, des stratégies sont discutées avec des partenaires qui viendront avec leur expertise. L'année dernière, nous avons eu de l'Afrique du Nord,
nous avons eu de la Côte d'Ivoire. Cette année aussi, nous réservons aussi de belles surprises pour cette journée d'activité. Après cette journée d'activité, nous avons la deuxième journée qui est une journée de récréative. Organisée par le club des décideurs des systèmes d'information, la distinction est basée sur des critères bien définis. Il faut être béninois ou béninoise, entreprise ou personne physique. Et il faut avoir une solution innovante qui a de l'impact dans l'écosystème aujourd'hui. Vous pouvez être de l'administration publique, vous pouvez être de l'administration privée, c'est-à-dire ou un start-up ou bien une entreprise de développement de solutions. Pour soumissionner, comme l'a dit tout à l'heure aussi dans la présentation, nous avons le site web dsiarod.bj. Le formulaire d'inscription est disponible sur cette plateforme-là. Vous pouvez aussi envoyer ça par mail dsiarod@dsiarod.bj. Pour l'édition 2025, le club DSI propose à ses lauréats de nombreuses innovations, des distinctions, le suivi après la compétition ainsi que diverses opportunités. Des innovations qui sont facilitées par ses partenaires. Aujourd'hui, nous marquons une étape définitive dans ce qu'on appelle la synergie entre institutions, organisations, Sud-Sud. Et encore plus dans le même pays, des organisations qui décident de travailler ensemble pour porter une vision, celle de notre gouvernement qui veut révéler le Bénin davantage. Et je crois que nous avons comme mission également de propulser cette ambition. Et vous le faites déjà si bien. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de novembre pour connaître les lauréats de la 5e édition des DSI Awards. L'équipe de football de l'université ESAE s'est illustrée en remportant la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin, JUB 2025 dans le littoral. Les étudiants se sont imposés en finale face à l'université Gaza sur le score étriqué d'1-0, décrochant ainsi leur billet pour la phase nationale de la compétition. Suivez la réaction du capitaine de ESAE à l'issue de la rencontre face à l'équipe adverse. Il est au micro de ESAE TV. Ça n'a pas été facile. Tout le début de la première partie, on n'a pas su gérer parce que on n'avait pas su concrétiser nos occasions. Et puis, on a écouté à la deuxième partie, on a écouté les conseils de nos coachs. Et puis, on a su gérer ce qui nous a donné un score 1-0. Il nous reste beaucoup à faire. Rien n'est encore fait. On a su gérer juste les phases de zone, mais à la phase nationale, on pourra élever le niveau. Je dirais à tous mes coéquipiers que rien n'est encore fait, il nous reste encore beaucoup à faire. Et le temps qu'on aura pour se reposer, on va beaucoup travailler, bosser matin, midi, soir pour pouvoir atteindre le niveau. La journée internationale de la femme africaine se tiendra à Cotonou le 31 juillet prochain. L'annonce a été faite à la salle de conférence de l'INF il y a quelques jours. Pour plus de précision, voici le reportage. Cette journée célèbre le rôle crucial des femmes dont la contribution est essentielle au développement durable. Elle met également en avant les valeurs cardinales qu'elles incarnent dans la coopération internationale et la promotion de la paix. Les femmes et bien d'autres personnes brillent dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans les secteurs agricoles, on peut dépasser une femme sur la route, on n'en tient pas compte, mais le soir, on a rendez-vous avec elle à table parce qu'elle a produit les légumes que nous consommons. Donc, il n'y a pas moyen de s'épasser de son travail. Elle est une ambassadrice de paix qui s'engage activement dans la résolution des conflits et la promotion de la tolérance, que ce soit pour son engagement dans l'entrepreneuriat, son dévouement dans l'éducation et son rôle crucial dans la gestion des ressources. Elle est au cœur des initiatives qui transforment nos communautés. Son leadership est essentiel pour construire un monde plus juste et plus pacifique au-delà des shows. Nous sommes là pour aider la femme, pour aider les femmes qui sont marginalisées, qui sont restées à la maison, pour montrer au monde que la femme est faite aussi pour l'école. La femme est faite aussi pour travailler, pour le bureau, comme notre marraine qui est là. Cette journée internationale de la femme africaine est coparrainée par l'Institut national de la femme. Nous sommes dans notre mission qui a un volet de promotion du leadership féminin. Nous sommes dans ce combat-là qui passe aussi par la voie de la déconstruction des stéréotypes. Quand on brise les stéréotypes, quand on brise le sentiment que la femme est un être inférieur, en même temps on brise le socle des violences basées sur le genre. Et c'est pour cela que l'Institut national de la femme
pour cette édition de la GIFA 2025 a décidé de participer à cette activité. Cette conférence internationale est un creuset d'échange pour les femmes autour des défis et opportunités relatifs à leur junte. Lors de la soirée de gala prévue dans le cadre de cette célébration, des trophées seront décernés aux femmes méritantes. Les locaux de la chaîne de télévision béninoise E-Télé ont accueilli mardi 22 juillet dernier une cérémonie de recueillement en l'honneur de l'un de leurs anciens journalistes en la personne de François-Xavier Noumon, décédé le 22 juillet 2024. Quelques proches et collègues présents à la cérémonie ont exprimé leur douleur toujours vive et quelques souvenirs partagés avec l'illustre disparu. Suivez pour plus de précisions. Chacun vit le deuil à sa manière ou bien vit le manque, le vide à sa manière. Nous l'avons depuis le 18 juillet, il y a des prières. Nous avons commandé des prières dans les mosquées, à Cotonou, à Porto-Nouveau, à Calavi et à Parakou, jusqu'au 1er août. Nous avons 3 messes qui se sont déroulées ici, qui se déroulent donc la deuxième ce matin, la dernière demain mercredi 23 à 19h à l'église François d'Assise de Figueroa. Donc nous avons ces moments pour chaque personne, où chacun est appelé peut-être à créer sa propre connexion, mais se retrouver en une séance de recueillement, c'est créer cette communion avec le disparu et revivre ensemble ces moments passés avec lui, mais dire aussi que ces moments se poursuivent. Vous savez, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est une étape de la vie. Et donc, les Écritures nous le disent, les expériences nous le disent, les spiritualistes nous le disent, la nature nous le dit. Donc, c'est une évidence qu'il y a un cheminement qui se poursuit. Et donc, nous restons dans la connexion. Au même moment, nous laissons Xavier faire son chemin, puis c'est son chemin personnel à lui. Donc, cette séance de recueillement a pour vocation de recréer le lien, de recréer la connexion, tout en nous disant que le travail va se poursuivre sans lui. Et donc, c'est l'intérêt des différentes personnalités religieuses qui sont passées, le prêtre exorciste, le spécialiste de la Kabbale, et puis l'imam, l'islamologue, tout ce monde qui est passé. C'est juste pour nous montrer un aspect un peu de cette relation avec le disparu, en fait, célébrer la vie après la vie. Je sais qu'il a été quelqu'un de bon, et c'est ce qui est bon pour Dieu qui peut rappeler auprès de lui pour continuer une mission. Et je peux retenir qu'il a été quelqu'un qui a marqué sa présence au niveau de la télé et qui a accompli sa mission comme cela se doit. Et peut-être son programme n'est pas de rester longtemps. Il est venu mettre ce qu'il faut mettre et il finit sa mission sur un plan terrestre. Il peut continuer sur d'autres cieux, pouvoir aider également la télé à évoluer. C'est vrai qu'on a perdu notre frère. On va faire son deuil, on va faire des recueillements. Mais l'islam a mis des limites parce que l'islam veut une société très active, une société compétitive où dès que le malheur arrive, que ce dernier se remet. Et quand il se remet, il sait qu'il accepte ce que Dieu a écrit, parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, on ne peut rien, il accepte. François Xavier, un an où nous sommes en train de faire le recueillement, que le Seigneur Tout-Puissant, que Allah l'accueille dans sa demeure éternelle et que Dieu Tout-Puissant lui donne le repos éternel. Et que nous qui étions à son côté, et chaque fois, nous prions pour le repos de François Noumon. Et surtout, nous demandons que sa famille biologique, son épouse, ses enfants, que de pareilles choses ne leur arrivent et que Dieu nous garde. C'est comme si le temps passe comme... Je ne sais pas, le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y a déjà 365 jours qu'il est parti. 22 juillet 2025, c'est comme si on avait fait un pas en arrière. Pour moi, c'est comme retourner à 22 juillet 2024. Ce matin que j'ai appris
qu'il n'était plus... Bon, c'est sans doute douloureux d'assister à cette cérémonie, à ce genre d'événement. Ça fait 1 an, jour pour jour, que nous avions tourné l'émission Dimanche politique. Et c'était moi, le cadre, qui est désigné pour cette émission ce dimanche. Mais nous avions eu à bien faire cette émission. On recevait d'ailleurs le porte-parole du gouvernement et il y avait à son côté le journaliste de l'ORTV, SRTV aujourd'hui, Osias Sounouvou. Et quand nous avions fini l'événement, je le voyais prendre ses effets parce qu'il disait qu'il avait un programme qui tend vers le début. Donc, je l'ai vu un peu affairé. Et puis François Xavier avait pris son portable, ses téléphones, son sac. Et je lui disais, mais où est-ce que tu vas comme ça? Je l'accompagnais, je le raccompagnais dans l'escalier. Et il me disait non, qu'il va rapidement pour un rendez-vous et qu'il revient. Et dans la foulée, il partait avec une allure pas tout à fait habituelle. Je ne savais pas qu'il nous quittait définitivement comme ça. Donc c'est comme ça qu'il est rentré. Et puis malheureusement, tard dans la nuit, nous apprenons qu'il est parti, qu'il nous a laissé. Donc ce souvenir m'a vraiment marqué. 25 juillet 2021, 25 juillet 2025, 4 ans déjà, qu'est décédée Rosine Vieira Soglo, ancienne députée et épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Une messe d'anniversaire a été dite à son intention à l'église Notre-Dame du Champ d'Oiseaux. Le reportage est signé Esaü TV. 4 ans déjà que quittait ce monde Rosine Vieira Soglo, une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes et de la démocratie au Bénin. Femme politique d'impact, l'ancienne doyenne d'âge de l'Assemblée nationale du Bénin a légué un héritage qui demeure vivant dans le cœur de ceux qu'elle a inspirés. Maman symbolisait pour moi et pour beaucoup d'entre nous le cœur, la raison, le courage. C'est pour cela que je tiens à vous annoncer que dans les prochaines semaines, nous allons faire le lancement de ces mémoires. Les morts ne sont pas morts. Et donc, nous allons continuer à chérir nos oubliés, que nous n'oublions pas, parce qu'ils sont toujours à côté de nous. Rosine Vieira Soglo, avec son esprit indomptable, son engagement sans faille, a consacré sa vie à la promotion des valeurs de justice et d'égalité. En tant que première dame et militante, elle a su s'utiliser pour défendre les droits des femmes tout en encourageant leur participation active dans les sphères décisionnelles. Une femme de fer qui a marqué les esprits. Pour ce qu'elle a été pour le pays, ce qu'elle a été pour nous et ce qu'elle a été pour ses familles, Vieira et Soglo, il est normal que chaque année, on puisse donc commémorer la date donc de son anniversaire. Donc, c'est de bon droit que nous puissions demander aux uns et aux autres, et vous l'avez vu, la mobilisation pour effectivement être à nos côtés pour célébrer cette dame qui est une marraine à moi. Je me devais d'honorer la mémoire de la présidente Rosine Vieira Soglo. Vous savez que durant toute sa carrière politique, elle a été députée de Cotonou. Aujourd'hui, je suis député de Cotonou et quelqu'un qui s'est engagé au profit de la nation m'inviter pour la célébration de sa mémoire. Ça me semblait être un devoir pour moi-même d'être présent. Il y a des personnes dont on ne parle pas au passé. Pour moi, Madame Rosine Soglo, j'ai du mal à en parler au passé. J'ai eu le bonheur de me faire menacer 1 ou 2 fois par elle sur des sujets politiques dont on discutait avec elle. Et je retiens de cette femme dont je parle toujours au présent qu'elle a quand même été la pionnière de l'engagement politique féminin dans notre pays. Bien qu'étant épouse d'un chef d'État, elle a quand même eu le courage de se lancer dans la création d'un parti politique qui aujourd'hui encore est le socle de beaucoup de formations politiques et de beaucoup d'engagements politiques. Une dame qui, quand elle se fâche, elle vous appelle. Vous venez chez elle, elle prend son bâton, elle vous tape.
sa canne, elle vous tape. Et quand vous partez, elle vous rappelle. Et elle vous tapote le dos pour dire, mon chéri, mon enfant, c'est vrai, j'étais énervé, mais une maman reste une maman. Asseyez-vous sur ma cuisse. Voilà ce qu'elle est, pour tout résumer. Elle est en même temps une dame qui est de rigueur, elle est en même temps une dame qui est la vérité, elle est en même temps une dame qui est l'action, et en même temps une dame qu'on peut dire maternelle. Même 4 ans après son décès, Rosine Vieira Soglo continue d'inspirer plus d'un. Une femme politique hors pair qui a laissé ses empreintes au Bénin et bien au-delà. Le 22 juillet dernier, les artisans de Sekondi dans la commune de Semekpodji ont célébré l'édition 2025 de la journée de l'artisan béninois JAB. Le thème retenu pour cette année est intitulé Artisanat, créateur de richesses et d'emploi au Bénin, défis et perspectives. Le point de la cérémonie dans ce reportage. Sekondi, mardi 22 juillet 2025, jour de fête. Apprenti et patron de divers domaines de l'artisanat de cette localité, de la commune de Semekpodji, célèbre l'édition 2025 de la journée de l'artisan béninois. La fête JAB nous a permis de faire une pause d'abord. Demain, nous allons reprendre de nouveau et donner de dimension à nos ateliers, à nos chantiers. On va dire aux clients que nous-mêmes, on a une journée de fête. Et après cette journée, il faut se donner au travail. Il faut se donner et au travail bien fait, travail bien soigné. Il faut apprendre, il faut donner le meilleur de nous-mêmes pour que les apprentis, les clients sentent que réellement nous sommes artisans. Au-delà des festivités, la JAB se veut une occasion de mettre en valeur le savoir-faire ainsi que la créativité des artisans béninois. Cette journée est le moment pour les artisans de mener des débats quant à l'amélioration de leur secteur. Aujourd'hui, tout le monde essaie d'assainir son activité. Nous, restaurateurs de Sekondi et environ, nous avons notre projet et quand vous venez, vous allez voir que les prix sont unanimes. Les mets sont corrects. On a tendance à donner le meilleur et fait que le Bénin rayonne par nos plats. Cette année, des manifestations se déroulent autour du thème Artisanat, créateur de richesses et d'emplois au Bénin, défis et perspectives. Les artisans de Semekpodji ont saisi l'occasion pour apprécier les réformes opérées dans leur secteur. Cette journée est une journée décrétée par le gouvernement du président Patrick Guillaume Talon. Et comme nous le savons aussi, cette fête est une fête nationale. Et ça se fête dans toutes les communes du Bénin. D'ailleurs, premier mai minodou, à moi bedi, miwa alonso atole, miwa nukpo, bodo. Premier mai lawo, alonso atole ton bedi, monsieur sisi je, président miton, e wa igbe, bo valider. Bon mi do ko bon, fika me come, bon do ko dwe bon, daedo. La journée de l'artisan béninois est une initiative du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi et de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin visant à valoriser l'artisanat béninois. Parlons toujours de la journée de l'artisan béninois. Les rideaux de l'édition 2025 sont tombés il y a quelques jours et devant un parterre de personnalités, les 8 artisans nominés au plan national sur les 271 candidatures de départ ont été distingués et primés. Autre information, la 4e édition de la formation triptyque des métiers du cinéma a connu son épilogue samedi dernier. C'était dans un hôtel de la place dans la ville de Cotonou en présence de diverses autorités et partenaires. Plus de détails vous seront livrés dans nos prochaines éditions à cet effet. Au Bénin, le phénomène terroriste a cessé d'être un sujet lointain plus de 3 ans après le premier incident violent associé à du terrorisme avec l'enlèvement de 2 touristes français et l'assassinat de leur guide béninois. Le phénomène terroriste progresse par la multiplication d'attaques contre les forces de défense et de sécurité. Sur l'émission L'invité matinal de ZAE-TV, Rachidi Oudjo, expert en communication politique et publique, a donné son appréciation sur la façon dont le Bénin et son armée font face à cette situation. On l'écoute pour plus de détails.
on n'est jamais suffisamment bien préparé pour faire face au terrorisme. Parce que vous avez affaire à un ennemi invisible, mais surtout imprévisible. Si ce n'est que même son invisibilité, il n'y a pas de problème. Mais ce qui inquiète, c'est son imprévisibilité. Parce que en matière de guerre conventionnelle, avant le déclenchement de la guerre, il y a toujours une rhétorique guerrière qui vous alerte, qui vous permet de prendre vos dispositions. Vous savez à peu près quels sont les endroits, les territoires de votre pays qu'il faut sécuriser davantage. Mais ici, il n'y a de rhétorique guerrière qu'après l'attaque. Et cette rhétorique, elle est essentiellement faite de revendications et d'exhibitions de vrais et de faux trésors de guerre. Donc ça change tout. Je voudrais d'abord partager avec vous ce qu'a été le parcours des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Allez-y. Vous savez, l'Amérique, malgré la puissance de feu de son armée, l'immensité de ses capacités opérationnelles extraterritoriales, on était quand même arrivé sur son propre territoire à vivre la manifestation la plus horrible du terrorisme. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée américaine, malgré toute cette puissance, n'était pas préparée à la guerre contre le terrorisme, parce que sa doctrine de guerre était essentiellement axée sur les guerres conventionnelles. Et ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle, les opérations sont généralement asymétriques, et donc il faut s'adapter. Cette adaptation est passée par la mutation d'abord de la doctrine de guerre, donc essayer d'intégrer la menace terroriste à la doctrine de guerre de l'armée américaine. Ensuite, réformer les renseignements, centraliser les renseignements, parce que l'erreur que font la plupart des États, c'est d'avoir des structures de renseignement éparses. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que dans un même pays, vous avez plusieurs structures, plusieurs organismes qui sont chargés de collecter les renseignements. Il faut centraliser la collecte des renseignements. Il faut centraliser. Vous savez, à l'époque aux États-Unis, vous avez la CIA, vous avez toutes les autres agences fédérales qui sont chargées de collecter les renseignements. Et parfois, le partage des renseignements n'était pas systématique. Après, il faut augmenter le budget de défense parce que c'est une guerre qui coûte excessivement cher. Alors pour apprécier la façon dont le Bénin s'organise, je peux vous dire que c'est pratiquement le même chemin que le Bénin a emprunté, s'adapter. Vous savez, après l'épisode de notre compatriote Fiak Bedi qui a été enlevé et puis assassiné en mai 2019, nous avons connu la première attaque directe dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. La première attaque directe, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que le terrorisme se manifestait de façon violente sur notre territoire. Et puis le 10 décembre, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, c'était à Porga. Et le 10 décembre, alors que nos soldats étaient en patrouille au cœur de la Pingari, leurs équipements, le matériel roulant était tombé sur un engin improvisé, un IED. C'est-à-dire que c'est quelque chose que des soldats ont peut-être connu en participant à des missions internationales de maintien de la paix. C'est aussi quelque chose que des chefs militaires ont étudié à l'école de guerre, mais c'était pour la première fois que cela a été vécu dans notre pays. Des soldats qui sont en train de manœuvrer un engin et qui sautent sur une bombe, on peut le dire comme ça, et tout part en éclats. Suivons à nouveau Rachidi Ojo qui s'est exprimé sur le rapport qu'entretient le Bénin avec les autres États, notamment ce que la France fait avec le Bénin sur le chantier de la lutte contre le terrorisme. Quand vous parlez de la collaboration, il faut retenir que les rapports entre États sont fondés sur des dynamiques
qui intègre des contingences géopolitiques. C'est-à-dire que vous avez deux États, aujourd'hui tout se passe très bien. Et du jour au lendemain, lorsqu'on rentre dans certains calculs géopolitiques, les relations se détériorent. Ce que je sais, c'est que il y a eu des événements qui ont peut-être amené les relations entre le Bénin et certains de ses voisins dans une zone de turbulence, mais le Bénin fait tout pour faire en sorte que nous repartions dans la zone de fulgurance en matière de rapports que nous entretenons avec nos voisins. Je comprends, j'ai une idée à peu près des événements auxquels vous faites allusion en parlant de la collaboration, de la qualité des rapports, mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que le Bénin fait preuve d'une humilité extraordinaire à travers le leadership de son chef et aussi à travers la gouvernance qui est instaurée à la tête de l'armée. C'est ça qui permet de tendre de façon permanente la main. On tend la main, mais la main elle n'est pas reçue apparemment. Non, vous pouvez... on a l'impression quand même. Ça peut mettre du temps. Parce que lorsqu'il y a des... Mais est-ce que le fait que cette main met du temps ne résulte pas du fait que la coopération militaire entre le Bénin et la France est dénoncée par ces autres pays? Non. La France, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le problème avec la France, il y a eu des faits, des événements qu'on peut expliquer ou qu'on ne peut pas expliquer qui ont peut-être contribué à refroidir un tout petit peu les rapports entre le Bénin et certains de ses voisins. Mais je vous parlais tantôt de la main tendue du Bénin. Oui. Et cette main tendue, elle est illustrée par des faits concrets. Est-ce que vous savez que pour le défilé du 1er août prochain, parmi les pays invités par notre armée figurent le Niger et le Togo. Malgré tout, malgré tout ce que, toutes les appréhensions, tout ce que nous savons, les passes d'armes, les provocations, les réactions, les accusations, malgré tout ça, la main tendue du Bénin l'amène à faire des invitations. Est-ce qu'elles ont répondu favorable à cette invitation? Il faut attendre le premier. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ces pays ne répondent pas. Et on attend peut-être le premier mot pour constater. Mais je pense qu'avant de faire une telle invitation, c'est qu'on sait que déjà derrière, il y aura les gens sont prédisposés pour répondre. Donc, en plus du Niger et du Togo qui sont invités, il y a aussi le Ghana et la Côte d'Ivoire qui font partie des 4 pays que notre armée a invités cette année pour participer au défilé du 1er août. Alors, sur la question de la France. Merci d'y venir. Oui. Voilà. Je n'exclus pas personnellement que la France ait pu commettre des erreurs. Comment? Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. J'ai dit je n'exclus pas parce que je ne veux pas être prétentieux. Je sais qu'il y a une certaine opinion, il y a des analystes qui l'affirment sans équivoque. Donc après, il faut prendre du recul en disant peut-être ce que les autres savent, vous ne le savez pas. Je n'exclus pas que la France ait pu avoir dans ces pays, dans sa coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des approches inappropriées ou qui ont compromis sa bonne foi et sa sincérité. Enfin, je n'exclus pas que la France ait pu se donner certaines libertés pour entrer dans des calculs géopolitiques. Quand je parle de calculs géopolitiques, c'est une grosse expression parce qu'il y a tout à l'intérieur. Comme je pense qu'on n'en aura pas le temps. Donc je n'exclus pas qu'elle ait pu se donner des libertés pour faire des calculs géopolitiques qui ont peut-être plombé ou compromis l'efficacité de son engagement. Mais ce que la France fait avec le Bénin, puisque c'est de ça que vous parlez, sur le chantier de la lutte contre le terrorisme, jusque-là apporte satisfaction à la partie béninoise.
La lutte contre la commercialisation de faux médicaments vétérinaires continue. Douane, police républicaine et ministère de l'Agriculture restent engagés pour relever le défi. Pour preuve, les acteurs de la lutte ont effectué un exercice de simulation dans la commune de Djidja au marché de bétail d'Avo-Kanzou. Plus de détails avec la SRTB. L'alerte a été donnée, une descente effectuée sur le terrain. Les forces de l'ordre de la police républicaine et la douane, en compagnie des spécialistes de l'élevage, ont agi. Je peux savoir l'origine de vos produits. Pourquoi vous me demandez ça? Et vous vous approvisionnez où? Je fais tout le temps. Vous n'avez pas les papiers et il y a aussi des produits qui ne respectent pas les normes. Alors, on va vous dire ce qui va se passer. Puisque la seule personne qui certifie que c'est de bons produits, c'est nous. Le faussaire interpellé avec la saisie d'une importante quantité de médicaments contrefaits destinés aux services vétérinaires. C'est là le bilan simulant une fausse arrestation d'un vendeur de médicaments vétérinaires contrefaits au marché de bétail d'Avo-Kanzou dans la commune de Djidja. Nous avons dans ce marché essentiellement les acteurs, les éleveurs, qui sont les utilisateurs de ces médicaments. Et donc, nous avons choisi ce lieu pour que désormais les éleveurs qui s'adonnent à ces achats de produits contrefaits, qu'ils puissent être sensibilisés pour participer donc à la lutte. Quand on parle des médicaments vétérinaires falsifiés, des faux médicaments, c'est des médicaments qui sont importés, pas par des voies légales. C'est là l'importance même de la présence de la douane à cet atelier et dans la frontière. Si le travail ne passe pas par cette administration, il y aura un acteur qui manque. Cette opération donne ainsi le signal de la chasse aux contrebandiers de faux produits vétérinaires et vise à tester les procédures d'arraisonnement des faussaires. Désormais, nous avons su ce qui est à faire et je crois que la lutte sera menée sur le terrain. La police aussi a un rôle de sensibilisation au niveau de la population, au niveau des éleveurs, au niveau des acheteurs, pour leur expliquer les méfaits de ces faux médicaments-là. Ça va permettre aussi à la police de renforcer la surveillance au niveau des frontières pour empêcher que ces faux médicaments ne rentrent sur notre territoire. La lutte est ainsi engagée. La douane, la police républicaine et les services vétérinaires en synergie d'action veilleront au grain pour une lutte efficace contre les faux médicaments vétérinaires au Bénin. Au procureur. L'Agence nationale des transports terrestres ANAT et la police républicaine ont lancé le 21 juillet dernier une campagne nationale de lutte contre le chargement hors gabarit qui menace les infrastructures routières et la sécurité sur les routes. Mardi 22 juillet, une délégation de l'agence était au port sec d'Alada pour sensibiliser les conducteurs de poids lourds. Plus de détails à travers ce reportage signé Canal 3 Bénin. Ce véhicule de marque Scania, muni d'un laissez-passer, venait à peine de quitter le port sec d'Alada pour Niamey. Mais quelques instants seulement plus tard, alors que les équipes de l'ANAT mobilisaient les conducteurs sur le parking, elles reçoivent l'alerte de son renversement. Visiblement entraînée par le surpoids, la machine n'a pas pu supporter l'excès de charge. Un exemple partant des conséquences du chargement hors gabarit, objet du présent rassemblement. La séance est initiée par l'Agence nationale des transports terrestres en collaboration avec la police républicaine à l'effet de sensibiliser les acteurs de la chaîne du transport routier, notamment les conducteurs de camions poids lourds, contre les chargements hors gabarit. Vous devez comprendre que faire un chargement hors gabarit, c'est une mauvaise chose. L'État a construit les routes à grands frais. Et si vous détériorez les infrastructures, vous n'êtes pas un bon citoyen. Selon les tests, la hauteur maximale exigée, c'est 4 mètres. La largeur, lorsque vous augmentez n'importe comment, ça ne dépasse pas 2,50 m. Et la longueur, 11 mètres, lorsque c'est un véhicule isolé. Lorsque c'est attelé, ça va jusqu'à 18 mètres. Cette descente des équipes de l'ANAT et de la police républicaine au port sec d'Alada est une bouffée d'oxygène pour les conducteurs. Dépassés par les caprices des transporteurs et des commerçants, ils déplorent cependant leur incapacité à changer la situation. Ceux qui chargent aussi les camions au niveau des ports et des ports secs ici à Alada, ils sont dedans aussi. Tout camion qui ne peut pas charger
3,40 pieds aujourd'hui, ils vont dire que le camion ne peut pas rentrer dedans. La police, pour sa part, menace de passer à la vitesse supérieure si le phénomène perdure. Ceux qui vont s'entêter et faire chargement hors gabarit verront la police au dos. Cette campagne nationale de sensibilisation des acteurs du transport routier a débuté le lundi 21 juillet dernier. Elle intervient dans le cadre de la lutte contre le chargement hors gabarit et pour la promotion de la sécurité routière. En dehors du port sec d'Alada, dans le département de l'Atlantique, les équipes de la NAT sont attendues dans plusieurs autres localités stratégiques des départements du littoral et des collines. À chaque étape, le mot d'ordre sera le même. Trop lourd, trop large, trop long, ce n'est pas bon. La nocturne de Cotonou a fait vibrer tout le quartier de Fidjrosset au soir du vendredi 25 juillet 2025. La marche de sensibilisation écologique a rassemblé des centaines de participants sur un parcours de 10 km. Objectif, promouvoir les comportements responsables en matière d'hygiène publique. Un élément signé SRTV. Du lycée Pierre-Emmanuel Talon, en passant par le carrefour Fidjrosset-Plage et en longeant la route des pêches jusqu'au carrefour Togbin, ce sont 5 km qui sont parcourus. En effectuant le trajet aller-retour, les randonneurs et co-citoyens totalisent ainsi 10 km de marche. À leur tête, le maire de Cotonou et l'initiatrice de la nocturne de Cotonou, Sandra Idou. Cet événement allie sport, sensibilisation et amour pour la nature. Les messages, c'est pour nous amener à nous rendre responsables. Si dorénavant nous voyons quelqu'un jeté dehors, nous devons pouvoir dire à la personne, en jetant, nous ne sommes pas patriotes et nous devons pouvoir montrer l'exemple en ne rien jetant par terre. Nous avons marché, c'est vrai, c'est pour la santé, mais surtout pour sensibiliser et pour rappeler à toute la population que nous devons garder nos maisons, nos rues propres. Oui. La propriété aussi, c'est la santé. L'idée, c'est de rassembler les citoyens autour de l'éco-citoyenneté dans une ambiance conviviale et festive. Un message qui semble trouver un écho fort avec la participation de près de 3000 marcheurs. À cette occasion, il y a eu du beau monde. Et tout le monde était trop motivé, vraiment. Et les gens ont fait marche arrière, marche devant, et les gens courent, même les petits enfants, c'était magnifique aussi. Voir la foule qu'il y a aujourd'hui, j'ai juste envie de dire à Sandra, bravo. En gros, j'ai aimé, j'ai couru, j'ai marché, j'avais 10 km, c'était cool. Ce soir, il y avait toutes les classes sociales, il y avait des artistes, des journalistes, des enfants, des mères, des papas, des mamans. J'ai croisé un vitrier tout à l'heure. Voilà, et les artistes aussi. Il paraît qu'il y a des caméramans et des journalistes. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai retenu quelque chose, un cri, quand on m'avait dit sachet. Loué. Après avoir brûlé des calories et milité pour un cadre de vie plus sain, les participants bouclent leur parcours sur l'esplanade du lycée Pierre-Emmanuel Talon. Sur place, ils dégustent des mets locaux dans un esprit de convivialité et de valorisation du patrimoine culinaire béninois. Actualité hors de nos frontières à présent. À l'issue d'un congrès ordinaire de 2 jours organisé à Bangui, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été officiellement investi candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni MCU. Et c'est une décision, bien entendu, acceptée par le président. Autre information, la Russie qui marque dimanche 27 juillet la journée de la flotte russe a annulé une grande parade navale prévue à cette occasion pour des raisons de sécurité, a indiqué le Kremlin. Les raisons de sécurité sont primordiales, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse en russe, en expliquant l'annulation de ce défilé organisé depuis 2017 à Saint-Pétersbourg avec des navires de sous-marins étalant la puissance navale russe. Dernière information de nos frontières, le Premier ministre thaïlandais par intérim
va rencontrer ce lundi en Malaisie son homologue cambodgien en vue de résoudre la crise qui a dégénéré en affrontement meurtrier à leur frontière, a annoncé ce dimanche le bureau du Premier ministre thaïlandais. Les discussions, il faut le préciser, à Kuala Lumpur visent à rétablir la paix, a déclaré le porte-parole Jirayu Ongsoub, cité dans le communiqué. La Malaisie occupe cette année la présidence tournante de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, dont les 2 pays voisins sont membres. Mesdames et messieurs, cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne semaine.